Salut à tous, bienvenue pour ce 101e numéro des infos dont on parle peu. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro. J'espère que les vacances ont été bonnes pour vous. Pour l'agence Info Libre, les vacances ont été petites. On a beaucoup travaillé, vous le verrez pour cette rentrée. Je vais vous donner le sommaire de ce numéro. Dans la partie internationale, nous parlerons du Moyen-Orient, de la crise des migrants bien sûr. Nous parlerons de l'Ukraine et des États-Unis. Dans la partie France, nous parlerons du chômage en France. Nous parlerons des méthodes oligarchiques du PS et nous parlerons du PDG d'Alcatel qui part avec le jackpot. Et enfin, dans la partie santé et environnement, nous parlerons de la malbouffe, de la centrale nucléaire de Flamanville et de la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Pilule rouge pour ceux qui veulent rester avec moi, pilule bleue pour ceux qui veulent partir. Vous pouvez éteindre cette vidéo. Pour les autres, ceux qui restent, attachez vos ceintures et on y va. On attaque les infos internationales avec deux militaires américains de l'OTAN qui ont été tués en Afghanistan. 2 soldats de l'OTAN sont morts le 26 août dernier lorsqu'un homme vêtu en treillis de l'armée afghane a ouvert le feu sur le véhicule de soldats de l'OTAN sur une base dans la province de Helmand, un bastion des talibans. Voilà ce qu'a indiqué la mission de l'OTAN dans un communiqué. L'OTAN a précisé que les 2 soldats ont riposté, blessant le tireur ainsi qu'un autre individu portant l'uniforme de l'armée afghane. L'Alliance avait auparavant indiqué que les attaquants étaient au nombre de 2 et qu'ils avaient tous les 2 été tués. Alors rappelons-nous que Barack Obama avait fièrement annoncé fin 2014 que la partie était gagnée en Afghanistan, que les troupes se retiraient dans la victoire. On se demande bien où est la victoire en Afghanistan. On reste en Moyen-Orient où le chaos règne. Alors selon le Financial Times, l'année 2014 a été l'année la plus chaotique de l'histoire du Moyen-Orient. En tout, plus de 100 000 personnes, dont un tiers de civils, sont mortes dans les conflits en Syrie, en Irak, en Libye, au Yémen et dans la bande de Gaza. Dans ce contexte, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Ligue arabe ont signé un accord sur la formation de forces armées conjointes. Et selon certaines sources, un système alternatif de sécurité et de lutte contre le terrorisme serait également en cours de création dans la région, dans le cadre duquel les monarques arabes pourraient unir leurs forces avec l'Iran. Ce serait une grande première. Alors les premières victimes des guerres, c'est bien évidemment les enfants. Alors selon un rapport, plus de 13 millions d'enfants ne sont plus scolarisés au Moyen-Orient en raison des conflits qui ravagent les pays de la région. Selon l'UNICEF, ce sont aujourd'hui près de 4 enfants sur 10 qui sont privés d'école au Moyen-Orient. Un terrible constat, alors qu'il y a quelques années à peine, cette région était en passe d'atteindre l'objectif de l'éducation pour tous, explique l'organisation. Alors on remercie bien évidemment l'oligarchie occidentale, que ce soit les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France bien évidemment, tous ceux qui ont mis le Moyen-Orient à feu et à sang. On récolte ce qu'on a semé. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant de voir débarquer ici en Europe des migrants par milliers pour fuir la guerre, bien évidemment. Alors d'autant plus que le trafic de migrants, ça rapporte beaucoup d'argent aux faiseurs de guerre. Alors ce sujet, nous le traiterons dans la lettre d'analyse et d'information libre du mois d'octobre. En attendant, les migrants arrivent partout en Europe, que ce soit en Grèce, en Italie et en France. On estime à plus de 350 000 les migrants qui ont traversé la Méditerranée depuis janvier. Et plus de 2643 personnes sont mortes en mer après avoir tenté de rallier l'Europe, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Près de 220 000 sont arrivés en Grèce, 115 000 en Italie, 2 000 sont arrivés en Espagne et une centaine à Malte. Au total, donc, 350 000 personnes ont traversé la Méditerranée cette année, contre 219 000 en 2014. Alors, tous ces migrants, il faut bien leur trouver une place en Europe. Qu'est-ce qu'on va en faire? En tout cas, la Hongrie, elle a empêché ces migrants de rejoindre en train l'Autriche ou l'Allemagne, confrontée à un afflux record, alors que l'Europe fait face à sa plus grande crise migratoire depuis la Deuxième Guerre mondiale. En France, Manuel Valls a plaidé pour une plus grande humanité pour les migrants et a annoncé la construction d'un campement humanitaire de 1500 places début 2016. L'Europe a annoncé débloquer 5 millions d'euros pour aider la France. Je ne sais pas si la crise va être résolue avec un campement de 1500 places, surtout que ça fait maintenant 12 ans que Sangatte a été fermé par Nicolas Sarkozy, mais il n'y a eu absolument aucune avancée sur le sujet. On continue, l'Allemagne et la France sont d'accord sur le principe de quotas contraignants pour l'accueil des migrants par les pays de l'Union européenne. Et la Commission européenne, via Jean-Claude Juncker, envisage de quadrupler le nombre de demandeurs d'asile à répartir entre les pays membres de l'Union européenne. La Commission étudie la possibilité de demander aux 28 de prendre en charge 160 000 demandeurs d'asile arrivés ces dernières semaines en Italie, en Grèce et en Hongrie. Alors moi je dis qu'on devrait accueillir tous les migrants chez nous, puisque selon certains, l'immigration ça rapporte à la France. Voilà, autant tous les prendre à la maison. On continue, alors pendant qu'on parle de la crise des migrants en long, en large et en travers à la télévision, d'autres sujets ne sont pas abordés.
comme notamment le nouveau soldat français qui a été tué au Mali fin août. Alors le soldat français, âgé de 23 ans, est mort suite à un tir accidentel effectué par un autre soldat français dans l'enceinte du camp de la force Barkhane à Gao. Voilà ce qu'a annoncé l'armée de terre. Alors, ça fait plus de 2 ans que la France est au Mali. On se demande qu'est-ce que nous faisons au Mali. Tout se déroule en Libye. La Libye est la plaque tournante, que ce soit en termes de trafic de drogue, trafic d'armes, de violence de groupes armés. Quels intérêts français sont menacés au Mali? Absolument aucun à mon sens. Donc voilà, nous on est encore à côté de la plaque. Alors parlons maintenant de l'Ukraine. L'Ukraine où la guerre civile continue malgré les accords de Minsk II. À Kiev, un mort et plus de 90 membres de la garde nationale ont été blessés dans des heurts qui se sont déroulés devant le Parlement ukrainien contre l'adoption d'un projet de loi controversé donnant davantage d'autonomie à l'Est pro-russe. Cette loi était prévue dans les accords de Minsk II afin de mettre fin à la guerre. Alors pendant ce temps-là, l'OTAN réalise, elle, un exercice militaire dans la mer Noire. Le destroyer USS Donald Cook et un avion Lockheed P-3C Orion, capable de porter des armes nucléaires, participent aux exercices de l'OTAN qui s'appellent Sea Breeze 2015. Ces exercices se tiennent du 31 août au 12 septembre 2015 dans un secteur long de 400 km au large de l'Ukraine. Ils engagent 2500 militaires, dont 1 millier d'Américains et 500 soldats d'autres pays de l'Alliance, comme l'Allemagne, la Bulgarie, la Grèce, l'Italie, la Moldavie, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Suède et la Turquie, et 1000 marins ukrainiens. De leur côté, les Chinois et les Russes ne sont pas en reste. Eux aussi ont mis en place un exercice militaire de l'autre côté de la Russie, vers Vladivostok. Cet exercice qui s'appelle Mer Conjointe 2015, avec la participation de navires, d'avions, de matériel blindé et des troupes des 2 pays. Alors on compte 22 bateaux, 20 avions, 40 véhicules blindés, 500 soldats ont pris part à cet exercice dans la phase active. Et pour terminer sur le sujet, les États-Unis qui sont inquiets des exercices militaires russes en Arctique. Ces derniers temps, la Russie a entamé une exploitation plus active de son Grand Nord. Moscou est en train de construire 10 nouvelles stations de recherche dans la région et de développer la voie maritime du Nord, qui assure le transport de marchandises le long de la côte russe dans l'océan glacial arctique et pourra devenir une alternative aux voies traditionnelles d'Europe et d'Asie. En août 2015, la Russie a lancé pour la première fois un exercice interarmé de la flotte du Nord en Arctique sur la péninsule de Taïmyr. On continue, on va parler maintenant de l'Amérique du Sud et de la crise diplomatique entre le Venezuela et la Colombie. Bogota et Caracas ont rappelé leurs ambassadeurs respectifs pour consultation. Voilà ce qu'on a appris auprès des autorités des 2 pays, pris dans une crise bilatérale déclenchée par la décision du Venezuela de fermer la frontière et d'expulser des Colombiens. Alors le Venezuela qui sombre de plus en plus dans la crise, surtout une crise économique avec le pétrole qui a perdu à peu près la moitié de sa valeur en un an. On sait que l'économie du Venezuela repose essentiellement sur l'exploitation de son pétrole. Crise politique également puisque l'opposant de droite Leopoldo López, qui a été mis en prison pour avoir fomenté un coup d'État contre Maduro et même voulu éliminer physiquement le président vénézuélien. On va parler maintenant des États-Unis, on va parler dans un premier temps de Walmart. Walmart, c'est un peu l'équivalent de Carrefour en France, et qui a décidé de ne plus vendre d'armes semi-automatiques. Walmart a indiqué qu'il cesserait de vendre les AR-15 et d'autres armes semi-automatiques, disant que moins de clients s'en procuraient dans ses magasins. Le détaillant américain a affirmé qu'il remplacerait ces modèles par davantage de fusils ou de carabines de chasse. Voilà, je suis pas sûr que ça change grand chose. On continue sur les États-Unis, l'État du Dakota du Nord qui a autorisé les drones policiers armés. Au Dakota du Nord, un législateur avait soumis un projet de loi concernant l'usage des drones par la police et a vu son texte remanié et avoir l'effet contraire de celui qu'il recherchait. Rick Baker et les républicains voulaient faire approuver une loi qui interdirait à la police du Dakota du Nord d'utiliser des drones armés, qu'ils soient équipés d'armes mortelles ou non. Mais son projet a été remanié et sous la pression de l'Association des policiers de l'État, la loi qui a été finalement approuvée autorise les forces de l'ordre à utiliser leurs drones avec des tasers, des gaz lacrymogènes, des canons assourdissants, des balles en caoutchouc et en plastique. Voilà. On continue et la NSA qui a toujours l'autorisation d'espionner jusqu'au 29 novembre prochain.
La NSA a reçu le feu vert de la Cour d'appel fédérale américaine afin de pouvoir poursuivre son programme de surveillance électronique massive jusqu'à fin novembre. La NSA ainsi que toutes les agences de renseignement peuvent de nouveau écouter les appels de téléphone cellulaire cryptés jusqu'au 29 novembre, fin de la soi-disant période de transition pour passer du programme de collecte de métadonnées à un nouveau mode de collecte d'informations. Toujours aux États-Unis, on apprend que la criminalité est en forte hausse dans plusieurs États. La criminalité est en hausse dans de nombreuses métropoles américaines en 2015. Les données rendues publiques à mi-parcours par certaines grandes villes sont édifiantes. On constate une augmentation des crimes violents de plus de 50% à Milwaukee, Saint-Louis et Baltimore. Les élus et les forces de l'ordre ont du mal à analyser les raisons de cette résurgence. On va peut-être les aider, on va leur donner un petit coup de main. Pauvreté, chômage, entertainment, télévision donc, violence, les armes bien sûr en vente, en libre service aux États-Unis. Voilà, c'est à peu près ça. Bon, j'espère qu'on vous a aidé les amis. Je continue. À Milwaukee dans le Wisconsin, les crimes violents sont en augmentation de 75% sur les 6 premiers mois de cette année. À Saint-Louis dans le Missouri, la progression dépasse les 60%. Et à Baltimore dans le Maryland, elle atteint 56%. On continue pour terminer cette partie internationale. On va parler de la Turquie qui a mis en prison 2 journalistes. Alors c'est un sujet un petit peu difficile, un petit peu polémique. Alors ces 2 journalistes anglais auraient utilisé des données cryptées, un petit peu sous le modèle de Tor. Voilà, ils auraient utilisé ces modèles cryptés, ce qui les fait passer pour des terroristes. La justice turque a inculpé 2 journalistes de Vice News et leur traducteur, accusés d'avoir, je cite, participé à des activités terroristes pour le compte de l'État islamique. Jack Hanrahan et Philippe Pendlerbury ont été placés en détention provisoire après leur arrestation dans le district de Baglar, alors qu'ils étaient présents pour filmer les combats entre les forces turques et les séparatistes kurdes du Parti des travailleurs du Kurdistan. On en sait désormais davantage sur les raisons de cette détention. Un officiel turc s'est adressé anonymement à Al Jazeera pour expliquer que l'une des personnes arrêtées avait eu le tort d'utiliser un mécanisme de chiffrement sur son ordinateur portable, similaire à un outil utilisé par les militants de l'État islamique, probablement Tor, qui permet de masquer l'origine de la destination des communications. On attaque la partie France maintenant, on va parler de l'oligarchie et du PS, on va parler de ses méthodes puisque des travailleurs détachés roumains ont été embauchés par le PS donc pour gérer la logistique de l'université d'été du Parti socialiste. Ces travailleurs détachés venus de Roumanie ont été employés car ils sont moins chers que les salariés français. Ils ont été chargés de tâches de logistique, installer le mobilier, assurer le nettoyage, etc. etc. D'un simple point de vue juridique, il n'y a rien d'illégal dans cette pratique. Les salariés roumains ont bien été déclarés. Leurs salaires, leurs conditions de travail sont identiques à ceux des Français. Cependant, ils ne cotisent pas en France, mais dans leur pays d'origine, la Roumanie. C'est pas joli. Dans le même ordre d'idée, il y a aussi ces 40 000 employés au noir utilisés par l'administration, notamment au sein du ministère de la Justice. Le ministère de la Justice est durement épinglé par un rapport d'inspection interministérielle pour l'emploi de 40 000 personnes non déclarées. Une situation en cours de régularisation, assure la chancellerie. Selon les informations, plusieurs ministères emploient près de 50 000 collaborateurs occasionnels du service public, employés par différents ministères, dont 40 500 pour le seul ministère de la Justice. On va parler maintenant des chiffres du chômage. Alors au mois de juillet, on nous a annoncé une légère baisse de 0,1% du chômage. Alors tout le monde était content, on a pu partir en vacances tranquilles, mais maintenant on va parler des vrais chiffres du chômage. Alors, on va parler des demandeurs en catégorie A. En catégorie A, nous avons 3 551 600 chômeurs, moins 0,1% sur un mois, mais plus 3,9% sur un an. Catégorie B, 709 800 chômeurs, plus 0,3% sur un mois, plus 6,8% sur un an. Catégorie C, 1 151 100 chômeurs, plus 1,1% sur un mois, plus 15,7% sur un an. Catégorie D, 279 800 chômeurs, moins 0,4% sur un mois, plus 0,8% sur un an. Et enfin catégorie E, 403 500 chômeurs, plus 2,1% sur un mois, plus 6% sur un an. Total, 6 95 800 chômeurs hors dom-tom, soit une augmentation de 6% sur un an, et 22 200 chômeurs de plus par rapport à juin. Total dom-tom compris, on arrive à 6 432 200 chômeurs. Ne sont pas comptés dans ces 6 432 200 chômeurs
1 445 400 foyers bénéficiaires du RSA, 1 100 000 au bas mot sur les 2 millions bénéficiaires de pension d'invalidité, 1 400 000 de sans droit, etc., etc. Faites le calcul pour vous-même, on arrive à un total de plus de 10 millions de demandeurs d'emploi en France et travailleurs pauvres occasionnels. Voilà les vrais chiffres du chômage. On parle maintenant de France Télévisions et sa nouvelle présidente qui s'appelle Delphine Ernotte, qui a pris ses fonctions le 22 août dernier. Et cette dernière est favorable à un retour des publicités après le journal de 20h. Et elle est aussi favorable à une réforme de la redevance. Alors on parle avec beaucoup d'insistance de redevance sur les box, de redevance sur les tablettes, voire de redevance sur les portables. Voilà, donc ça va nous tomber sur le coin de la figure. France Télévisions qui a également besoin d'argent parce qu'ils vont lancer une chaîne d'information sur le web. Donc là, on tremble. On continue. On va parler maintenant de la crise des urgentistes. Faute de personnel, une demi-douzaine de services d'urgence ou de SMUR ont dû cet été fermer leurs portes temporairement, au minimum la nuit. Valognes dans la Manche, Firminy dans la Loire, Saint-Vallier dans la Drôme, Thonon-les-Bains en Haute-Savoie, Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, Condom dans le Gers. Faute de personnel, une demi-douzaine de services d'urgence ou de SMUR ont dû cet été fermer leurs portes temporairement, au minimum la nuit. Ces quelques exceptions sur 650 services en France ont révélé un problème latent, le manque criant de médecins urgentistes. On continue, on va parler des conditions de départ du président d'Alcatel. Il est parti avec 14 millions d'euros. Selon le journal du dimanche, Michel Combes devra encaisser sur les 3 prochaines années l'équivalent de 13,7 millions d'euros. Le directeur général de l'équipementier télécom franco-américain, à la tête de l'entreprise depuis avril 2013, doit prendre, à compter de cette semaine, la présidence de Numéricable SFR et la direction des opérations d'Altaïs au niveau mondial. Selon le JDD, il recevra sur 3 ans 4,5 millions d'euros de clauses de non-concurrence et 1 million d'euros de stock options. Il bénéficiera aussi de 8,2 millions d'euros d'actions qu'il pourra vendre entre 2016 et 2018. L'hebdomadaire ajoute que les règles instituées à l'origine par Alcatel ne l'autorisaient pas à les toucher, mais qu'elles ont été modifiées cet été. On continue, on parle du prix du gaz maintenant qui augmente pour ce mois de septembre. Le yo-yo continue pour les tarifs du gaz. Après une baisse de 1,3% en juillet, la Commission de régulation de l'énergie a annoncé une hausse moyenne de 0,5% au 1er septembre des tarifs réglementés. Alors bon, jusqu'à maintenant, on est gagnant. Baisse moyenne de 6,5% depuis le 1er janvier, donc ne nous plaignons pas. Cette augmentation est de 0,2% pour ceux qui utilisent le gaz uniquement pour la cuisson, 0,3% pour ceux qui en font une double utilisation cuisson eau chaude et 0,5% pour les foyers qui se chauffent au gaz. Voilà les détails. Alors n'oubliez pas que les États-Unis veulent remplacer la Russie pour nous fournir du gaz, à nous en Europe. N'oubliez pas non plus que le prix d'extraction du gaz et d'acheminement de ce gaz de schiste va coûter extrêmement cher. Donc on va voir les tarifs augmenter très rapidement. Notre salut peut-être passera par l'Égypte puisqu'on a découvert là-bas un énorme gisement de gaz. Ce gisement de gaz pourrait représenter un potentiel de 850 milliards de mètres cubes de gaz. On attaque la partie santé-environnement maintenant et on va attaquer par la malbouffe. D'après une enquête menée par un magazine américain, il y a des matières fécales dans pratiquement tous les hamburgers. En cause, la viande hachée. C'est en tout cas la conclusion d'une enquête réalisée par le magazine américain Consumer Reports. En France, aujourd'hui, près d'un sandwich vendu sur 2 est un burger. Et la consommation des burgers est en augmentation constante. En 2000, le rapport était d'1 burger pour 5 sandwichs. Selon une étude du cabinet Gira Conseil, publiée en 2015, 1,07 milliard d'hamburgers ont été vendus en 2014. Voilà, bon appétit. On enchaîne avec les Pays-Bas, où les trains rouleront plus qu'à l'énergie éolienne d'ici 2018. Afin de réduire son empreinte écologique, le secteur ferroviaire néerlandais va entamer une véritable transition énergétique. À terme, l'éolien fournira 100% de l'énergie nécessaire à ce secteur. Condamnés par la justice au début de l'été à réduire de 25% leurs émissions de CO2, les Pays-Bas présentent aujourd'hui des solutions pour y parvenir. Et l'une des réponses apportées par le gouvernement concerne de près les chemins de fer. Comme le rapporte le site spécialisé Railway Technology, un accord conclu entre les compagnies électriques néerlandaises et certains opérateurs ferroviaires du pays prévoit que d'ici la fin de l'année, au moins 50% de l'électricité utilisée pour faire avancer des trains soit issue de sources d'énergie renouvelables.
Mieux, cet accord stipule qu'à l'horizon 2018, l'énergie nécessaire au secteur ferroviaire proviendra exclusivement de la production générée par les parcs éoliens. Et j'ai envie de vous demander, et nous en France, où est-ce qu'on en est? On en est nulle part. On en est encore avec nos anciennes centrales nucléaires, et notamment avec la centrale nucléaire de Flamanville, dont je vais vous parler, où il y a eu 2 incidents pratiquement en une semaine en cette fin de mois d'août. Un dégagement de fumée a été signalé dans la nuit du 30 au 31 août dernier dans le bâtiment du réacteur de l'unité de production numéro 2 de la centrale de Flamanville. Un incident similaire s'est produit sur le site le 25 août dernier. L'alerte a été donnée ce lundi 31 août à 3h17 du matin par la salariée d'une entreprise partenaire, selon EDF. L'homme a constaté un dégagement de fumée provenant d'une armoire électrique dans le bâtiment réacteur de l'unité de production numéro 2. Une unité de production actuellement à l'arrêt en raison d'une opération de maintenance. L'alimentation électrique de cette armoire a été très rapidement coupée. Arrivé sur place, une demi-heure après l'alerte, les pompiers ont constaté l'absence de feu. Les équipes chargées de la maintenance ont pu reprendre le travail. On continue, on parle de l'industrie pharmaceutique qui porte plainte contre l'Union européenne qui favoriserait un anticancéreux comme traitement bon marché pour une maladie des yeux. L'industrie pharmaceutique européenne a dit avoir déposé une plainte auprès de la Commission européenne. Elle s'oppose à la décision de Paris d'encourager l'usage de l'Avastin, anticancéreux fabriqué par Roche, comme traitement bon marché d'une maladie des yeux. Cette annonce s'inscrit dans le cadre d'un conflit de longue date. Le différend oppose les laboratoires, qui soulignent que l'Avastin n'a jamais été autorisé comme traitement ophtalmologique, aux administrations européennes soucieuses de limiter les dépenses de santé et qui notent que ce médicament est aussi efficace que certains traitements nettement moins onéreux. On termine par une étude qui montrerait que la maladie d'Alzheimer est favorisée par l'accumulation de gras dans le cerveau. Les personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer présentent des dépôts de gras dans le cerveau. Pour la première fois depuis la description de cette maladie il y a 109 ans, des chercheurs affiliés au centre de recherche du centre hospitalier de l'Université de Montréal découvrent que des gouttelettes de gras s'accumulent dans le cerveau des patients atteints de cette maladie et identifient la nature de ces gras. Cette percée, publiée aujourd'hui dans la revue Cell Stem Cells, ouvre une nouvelle piste dans la recherche d'un médicament pour guérir ou freiner la progression de la maladie d'Alzheimer. Je cite, « Nous avons trouvé des dépôts d'acide gras dans le cerveau de patients morts de cette maladie et chez des souris génétiquement modifiées pour développer cette maladie d'Alzheimer. Et nos expériences suggèrent que ces accumulations anormales de gras pourraient constituer un déclencheur de la maladie. » Voilà ce qu'estime Carl Fernandez, chercheur à l'Université de Montréal et professeur dans cette même université. Plus de 47,5 millions de personnes dans le monde souffrent de la maladie d'Alzheimer ou d'une autre forme de démence, selon l'Organisation mondiale de la santé. Malgré des décennies de recherche, les seuls médicaments actuellement disponibles ne s'attaquent qu'aux symptômes de la maladie. Voilà, c'est terminé pour ce numéro des infos dont on parle peu. Je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui soutiennent l'agence Infolibre dans son développement, tous ceux qui ont fait confiance à l'agence Infolibre jusqu'à maintenant. Vous pouvez vous procurer encore la lettre d'analyse et d'information libre que voici, qui est au prix de 9 €. Vous pouvez vous la procurer sur la boutique de l'agence Infolibre, boutique.agenceinfolibre.fr. Vous pouvez également passer par le site de l'agence Infolibre et ensuite cliquer sur nous soutenir. Donc cette lettre d'analyse, la voici. Vous pouvez vous abonner, un numéro, 9 € port compris, 3 numéros, 26 € port compris, 12 numéros, 99 € port compris. Vous pouvez payer soit par PayPal, soit par chèque, soit par carte bleue avec un système sécurisé. Voilà, si vous voulez faire de l'agence Infolibre un média incontournable pour demain qui pèse un peu plus face au mainstream média, c'est le moment. Nous sommes en train de nous donner les moyens de nous développer. Nous sommes en train de lancer une cagnotte participative également. J'espère que vous suivrez tout simplement, puisque ce média, l'agence Infolibre, c'est également le vôtre. Nous, on a envie de grossir, on a envie de prendre du poids, on a envie de vraiment de se développer et d'y arriver. Donc voilà, c'est le moment ou jamais pour nous de nous lancer. La lettre d'analyse, le dossier participatif qui arrive, voilà, aider l'agence Infolibre. Voilà, je vous remercie, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro des infos dont on parle peu. D'ici là, restez bien informés, n'oubliez pas que les informations continuent sur le site de l'agence Infolibre. Vous pouvez aller visiter le site de l'agence Infolibre, agenceinfolibre.fr. Il y a également la page Facebook, le YouTube, le Dailymotion, le Twitter bien évidemment. Alors juste un
toute petite parenthèse pour vous dire que nous, on a vu que les audiences de l'agence Infolibre sur le site internet étaient en baisse. On a mis ça sur le compte de Facebook puisqu'on a constaté que la plupart des posts que nous faisons ne sont plus partagés entre ceux qui ont liké la page Facebook de l'agence Infolibre. On se rend compte que une grande partie ne voit plus nos productions. Donc, préférez plutôt passer directement par le site de l'agence Infolibre. Prenez le temps d'aller visiter le site de l'agence Infolibre, agenceinfolibre.fr, plutôt que d'attendre sur Facebook que nous mettions un post, puisque Facebook nous bloque la moitié de nos posts. Voilà, je vous remercie tous pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine. Restez bien informés. Ciao à tous.